On commence avec la boîte de base, hein. Donc on peut voir ici qu'il y a un texte d'ambiance, ou alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est là où il vous indique pourquoi, pour quelle raison en fait vous perdez la partie, puisque Yharnam succombera à la démence et à la mort. La lune est proche et la chasse sera longue. Vous voyez, au dos de chaque boîte, vous avez un petit texte d'ambiance qui n'est pas présent qui n'est présent nulle part d'ailleurs, et qui est des fois intéressant à lire. On apprend un peu plus sur un petit peu ce qui va se passer. Alors vaguement, parce que j'imagine que les gens qui regardent cette vidéo connaissent déjà ce qui se trouve dans la boîte de base, c'est un petit peu inutile. Et comme j'expliquais dans la vidéo de départ, je vais quand même vous indiquer quel est l'intérêt de faire les campagnes, etc. Déjà, vous avez 4 chasseurs, vous avez un beau jeu d'ennemis et les boss de chaque campagne, et ainsi le matériel que je ne vais pas indiquer. Il y a tout le matériel nécessaire, enfin, il y a tout le matériel utile au jeu. Et j'en profite aussi pour dire du coup que beaucoup me demandent, oui, est-ce que la boîte de base suffit pour jouer à Bloodborne? Déjà que c'est la seule en VF. Ben, ma réponse, franchement, elle est oui, parce que, pourquoi? C'est pas pour truc, hein, mais franchement, je trouve, le gros point fort, c'est quand même, ben, il y a 4 campagnes quand même dedans. Et je connais plein de boîtes de base où on va nous mettre quoi? Une, deux campagnes, là il y en a 4 et en plus qui sont totalement rejouables. Il y a quand même pas mal d'ennemis, sachant que chaque ennemi, vous le savez, sont quand même, voilà, ils ont une variété de comportements. En revanche, le petit souci de rejouabilité de cette boîte de base, pour moi, ça va être les chasseurs, il n'y en a que 4. On a vite fait le tour. Donc on va dire, il y en a un par campagne. On va dire que c'est un petit peu ça le délire. Mais voilà. Alors, je vais commencer du coup par pardon, la longue chasse. Donc, je vais teaser en gros, vous dire en gros quel est l'intérêt de cette campagne. Euh, alors c'est celle que j'ai le plus effectuée de toute façon. En gros, c'est une campagne qui va intégrer facilement les joueurs par des missions qui sont assez simples, qui sont tirées un petit peu de toutes les autres campagnes. C'est des missions très très simples qu'on voit un petit peu partout. Et elle a une structure de quête, si vous voulez, qui est plutôt simple, ce qui nous permet, et ça je trouve ça agréable, ça nous permet en fait de nous dire, ah ben je vais faire telle mission, comme ça je vais pouvoir avoir la carte qui me permet de faire après telle mission, etc. Et je l'ai un petit peu démontré dans ma vidéo let's play que j'ai faite sur la chaîne. Vous pouvez aller la regarder. Là où en fait j'arrive à avoir une carte qui nous permet de battre le monstre clérical très facilement. Même plus facilement du coup. Donc c'est ça qui est assez agréable, c'est qu'on peut se promener un peu plus simplement. Et le boss, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, hein, oui, le monstre clérical et tout, j'adore le combat contre ce boss, puisqu'en fait, déjà de base, eh bien, la campagne va nous demander de le piéger pour essayer de le combattre. Déjà, juste ça, vous ne le trouverez dans aucune autre campagne. Et en plus, le monstre clérical, il fait énormément de dégâts et il nous propose son comportement de réduire ses dégâts en utilisant l'arme à feu. Parce que souvent, l'arme à feu, on peut pas. D'ailleurs, je crois, on peut jamais utiliser l'arme à feu. Je parle du pistolet de chasseur, des effets de déséquilibre contre les boss. Et bien là, justement, ça nous permet au moins de l'utiliser. Et je trouve que le combat contre ce boss-là, le monstre clérical en particulier, moi, je le trouve vraiment bien. Donc, la longue chasse, c'est une campagne qui n'est pas bidon. C'est la première juste parce que c'est la première, mais elle est vraiment pas bidon, hein, franchement. Ensuite, le jeu, enfin, les auteurs, quoi, nous proposent en gros, comme deuxième campagne, Folie insidieuse. En gros, elle nous fait vivre, donc là j'ai pris des petites notes, hein, regarde, je vous le montre, il y a des petites notes. Elle nous fait vivre l'histoire du père Gascogne. Et en gros, c'est un petit peu ça, il peut nous aider comme nous traquer. En fait, c'est ça, tout le long de la campagne, on a l'histoire centrale autour d'un ennemi, d'un boss, et moi, j'adore, c'est peut-être une de mes préférées. Euh, et en fait, on constate en gros à ce père Gascogne son instabilité au fur et à mesure que l'on joue. C'est vrai parce qu'il part de plus en plus en couille, il faut dire ce qui est. Ensuite, tout le long du jeu, sa transformation, faisant quasiment de cette campagne un combat de boss en 4 phases. Parce que c'est carrément ça. Tout le long de la campagne, c'est limite un combat de boss, et ça, j'adore, franchement. On se le traîne, on se le coltine tout le long.
Et j'ai pris comme note aussi, on revit aussi le combat entre Eileen et Henrik dans le jeu vidéo qui est très... alors, tout le monde ne peut pas y passer à côté. Euh, et il y a une des chapitres, ça c'est la petite, le petit bonus, qui contient une mission cachée. Voilà, ça c'est à savoir. Euh, et je ne dirai pas où, évidemment. Ensuite, ben moi ce que je fais, c'est que ben, moi je passe par le Vietnam. En fait, je le fais dans le sens du jeu vidéo. Dans le sens du jeu vidéo, en général, les gens en troisième campagne font le vieux Yarnam. Alors le vieux Yarnam, son nom c'est le vieux Yarnam, je crois, le nom de la campagne. Euh, c'est une espèce d'histoire, c'est une histoire un petit peu sociale, très prenante. Et j'ai mis que elle va souvent nous demander d'apporter des ressources à des endroits précis. Quand je dis ressources, ça peut être de tout, cadavres, etc. Elle nous fait découvrir des ennemis inhabituels qui utilisent le poison. Et elle nous fait aussi revivre la rencontre avec Jura, qui est le personnage un petit peu central dans le jeu vidéo, pour une raison que je ne vais pas expliquer que ça, parce que ça fait partie de l'histoire et ça c'est à vous de découvrir. Et il y a Jura, un personnage que j'ai adoré moi. Et en gros, ce personnage-là nous crée une pression particulière avant de retrouver le monstre affamé pour un combat sauvage et agressif. Parce que c'est faut le dire, le monstre affamé, c'est un boss qui est sauvage et très agressif, très vif. Donc il faut s'attendre à une fin de partie quand même qui est assez, on va dire, assez brutale. Il faut vraiment pas, on va pas se mentir, ça peut surprendre quand on n'est pas prêt, quoi. Et je termine en général quand je fais la boîte de base par les secrets de l'église, qui est la dernière campagne, dans la zone du faubourg de la cathédrale, dans le jeu vidéo. Alors cette campagne finale nous fait découvrir un peu plus l'ésotérisme, la notion d'ésotérisme qui est un petit peu en gros la magie en fait dans le jeu, et les effets de la folie. La folie, on l'a déjà un petit peu dans Folie insidieuse du coup, mais là on la retrouve à nouveau. Euh, et c'est vrai qu'elle nous fait aussi rencontrer cette campagne des ennemis inattendus. Donc ça vous verrez. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et c'est vrai que par rapport au boss, là c'est quelque chose qui fait partie intégrale de la campagne. La campagne nous fait, comment dire, nous permet, en fait, c'est ça, d'affronter le boss prématurément, c'est-à-dire très tôt, mais en échange de contraintes durant le combat. Ce qui peut être un risque, puisque le boss de cette campagne, ben, il a la particularité d'être plutôt résistant, et ça, je n'en dis pas plus. Voilà, voilà le contenu, le teasing, le teaser, ce que vous voulez, des campagnes et le contenu de, de, de la boîte de base. Je peux pas dire davantage, en tout cas, je pense que c'est bon pour cette boîte.